qu'on commence dans 10 jours avec les U17. Donc voilà, pour l'instant, c'est l'excitation, c'est les premiers moments. Ça faisait longtemps que j'avais ressenti des petits papillons, des petits stress sur le premier match amical. Bon, donc nouvelle carrière qui s'ouvre à toi. C'est ça. À quand ça remonte et pourquoi? Là, ça fait un bon 2 ans que je réfléchissais à pivoter et de revenir sur le terrain. Ça me manquait, tout simplement. J'ai l'impression que j'avais encore plein de choses à partager, plein de choses à redonner. Et comme j'adore transmettre, je suis animé par la transmission, ça me semblait logique de pivoter. Et quand j'ai commencé à en parler avec mon père et on se disait, OK, comment je commence ma carrière, on s'est dit, l'équipe de France, pas tout de suite en NBA. On va en équipe de France jeune. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de joueur. Et donc là, c'est marrant et symbolique pour moi de commencer ma carrière de coach avec l'équipe de France. L'objectif, c'est à terme d'être coach principal en NBA? C'est un rêve, c'est un objectif. Pour l'instant, j'hésite encore comment je vais commencer ma carrière. Là, je fais les jeunes et puis après, on va voir si je vais en NBA ou si je décide de rester pour la NBA Europe, qui est un projet très très excitant. Il y a plein de choses qui vont se passer. Donc non, franchement, je suis content. Je crois que tu as discuté du poste, du métier, je veux dire, d'entraîneur avec Thierry Henry ou encore Ouais, bien sûr. J'en ai parlé longtemps avec Zizou, longtemps avec Titi, longtemps aussi avec Greg Popovich, qui était mon coach de toujours aux Spurs. J'en ai parlé aussi beaucoup avec Vincent Collet, qui était mon coach en équipe de France. Donc j'ai eu la chance d'avoir des grands coachs. Et donc maintenant, c'est cool de pouvoir partager avec eux mes envies et comment je vois les choses. Et c'était des très très bons partages qui vont me servir justement là bientôt, parce qu'on commence dans 10 jours avec les U17. Donc voilà, pour l'instant c'est l'excitation, c'est les premiers moments. Ça faisait longtemps que j'avais ressenti des petits papillons, des petits stress sur le premier match amical à l'Astrobal. C'était vraiment sympa comme moment. Qu'est-ce que tu devais retenir une chose de ces discussions avec l'un ou l'autre? Il voulait être sûr que je prenne du plaisir. Parce que c'est vrai que le job de coach, ça demande beaucoup de temps. Tu passes plus de temps à la salle que quand tu étais joueur. Et donc, ils m'ont juste dit, sois sûr, fais des essais d'abord, va voir un peu d'autres équipes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir pas mal d'équipes. Et j'ai su très très vite que je savais que c'est ce que je voulais faire. Thierry Henry, alors c'est Zinedine Zidane, le succès qu'on a connu, c'était plus difficile pour Thierry Henry. Et lors d'une interview, il disait notamment de la difficulté quand on a été un grand joueur, de ne pas être frustré sur des gestes techniques que peuvent rater les joueurs alors que nous on les réussissait. Et et notamment avec des U17. Est-ce que c'est un écueil auquel tu vas probablement être confronté? Oui, bien sûr, on en a beaucoup parlé avec Titi, avec les autres coachs. Et je sais pas, moi je pense pas que j'aurais de difficultés par rapport à ça. J'arrive à bien faire la part des choses, à compartimentaliser et je sais très bien que des choses qui seraient logiques pour moi ne sera pas forcément logique pour d'autres joueurs. Donc il faut être patient. Un des plus gros trucs quand tu es coach, c'est de répéter et d'essayer de le dire d'une différente façon pour que le joueur comprenne ta vision et où tu veux les emmener. Oui, la pédagogie, la transmission, c'est quelque chose que tu penses que tu as naturellement en toi? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer mes diplômes. J'ai voulu justement retourner à l'école, montrer du respect pour ce métier-là. Ça rend humble. Et justement, on me demande tout le temps, est-ce que tu as appris des choses? Et j'ai fait, oui, par rapport à la pédagogie, par rapport à comment tu dois parler à certaines personnes, la façon dont tu vas monter ton projet et comment tu l'exprimes sur un papier. C'est là où j'ai beaucoup plus appris, le fait de repartir dans les diplômes, quoi. Il y a donc cette Coupe du Monde des moins de 17 et ensuite, l'Asvel, vous avez annoncé le départ de Pierrick, donc le poste est vacant à l'Asvel. Est-ce que tu seras ce prochain entraîneur? J'y pense, ouais. J'y pense. C'est vrai que c'est une de mes options, une des possibilités. Là, j'ai pas mal de discussions avec mon agent, ça s'intensifie là maintenant que les gens ils savent officiellement que j'ai envie de coacher. Mais je pense que je prendrai ma décision à la fin du mois, je regarderai un peu toutes les offres. Mais c'est vrai que l'offre de l'Asvel avec la perspective d'aller en NBA Europe, c'est très très excitant. Tu dis l'offre de l'Asvel, c'est une offre
Quand je dis l'offre de l'Asvel, c'est en discutant avec les futurs actionnaires. C'est clair que c'est un peu comme Greg Popovich. À l'époque, Greg Popovich était autonomé coach. Là, ce serait un peu pareil, même si j'ai quand même un board avec mes associés. Tu as d'autres offres de la NBA? J'ai des discussions. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler, mais en gros, c'est de prendre un peu toutes les offres, voir ce qui me stimule le plus et décider à la fin du mois. On parle également de Vincent Collet pour t'accompagner ou même comme futur coach de l'Asvel. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a eu des discussions, bien sûr. On a eu plusieurs discussions. C'est vrai que c'est un projet, comme je viens de le dire, qui est excitant avec la NBA Europe. Et je sais que ça a intéressé Vincent Collet. Donc, on a déjà eu plusieurs discussions par rapport à ça. Et donc, par rapport au timing, on s'est dit à la fin du mois, on se décide. Est-ce que tu as la sensation de te mettre en danger en changeant de carrière Mais pas du tout. Je sais qu'il y a eu des discussions, des petits débats sur ça. Mais après, moi, je lis pas trop, j'écoute pas trop. Mais non, j'ai l'impression que j'ai beaucoup donné pour le basket français et comme je suis animé par la transmission, pourquoi pas aller jusqu'au bout du truc? Parce que président, c'est autre chose, tu as moins d'impact, on va dire, directement avec les joueurs sur le terrain. Là, je serai tous les jours avec eux, donc que ce soit l'équipe de France ou ma future équipe professionnelle, je pense que je peux avoir plus d'impact. Si jamais vous devez porter les deux casquettes, comment vous comptez gérer la casquette de président et de coach? Comme d'hab, je vais gérer. J'ai déjà géré ça quand j'étais joueur, parce que j'étais joueur aux Spurs et président de l'Asvel, donc ça ne changera rien. Est-ce que... il t'a perturbé là. Il t'a perturbé. Il voulait poser sa question, il a annoncé. Et il m'a prévenu, quand je pose ma question, tu regardes là. Oui, tu disais que tu lisais pas trop les médias ou peut-être, j'imagine moi, les réseaux sociaux. Depuis qu'évoquait la possibilité pour toi d'entrer à Asvel, des chiffres circulent notamment sur un salaire assez astronomique qui te serait octroyé. Est-ce que tu as vu ces... J'ai vu les articles, on me les a fait suivre, en fait, forwarder. Ouais. Tu as des bons agents. Exactement. Et je ne sais pas comment ils ont eu ces infos-là, parce que je n'ai même pas encore négocié concrètement si je décidais de rester à l'Asvel. Je n'ai même pas décidé de mon salaire, en fait. Donc, je n'ai même pas eu de négoce. Donc, je ne sais pas comment ces trucs-là ils sont sortis. Rumeur également, ou info, on parle de gros noms avec l'augmentation de capital pour l'Asvel. On parle de Sylvain Francisco, Timothée Luwawu-Cabarro pour Sylvain Francisco. Pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose. Pour l'instant, en tant que président, on a signé des NDA et pour l'instant, on veut attendre par respect que la saison soit terminée. Là, il y a une finale en ce moment entre Paris et Monaco. Nous, on est en train de remercier tous les joueurs qui étaient là l'année dernière. Donc, c'est difficile de parler du futur et des joueurs. Mais oui, on a des discussions. On essaie de se préparer. On a envie d'être compétitif l'année prochaine par rapport au budget qu'on va avoir et les discussions avec le fonds. En tant que président, c'est génial d'avoir des moyens comme ça. Tu disais que la double casquette serait compatible. Donc, tu ne te vois pas lâcher à terme prendre du recul, du moins, sur la direction exécutive de Non, sur ça, non. Non, je fais ça depuis longtemps, ça fait plus de 15 ans, on a gagné plusieurs titres, plusieurs trophées de Coupe de France, Leaders Cup. Maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est d'être compétitif au niveau européen. Et donc, le fait de vouloir embrasser une carrière d'entraîneur n'est pas lié à une lassitude par rapport au rôle de dirigeant et notamment des dernières saisons qui ont été plus compliquées pour l'Asvel? Ouais, non, rien à voir parce que ça fait partie d'une vie de club. Tu auras des hauts et des bas, mais c'est pas ça qui a motivé que j'avais envie de revenir sur le terrain. D'accord. Et sur ces dernières saisons, est-ce que tu as des regrets ou est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais pas? Non, moi je ne vis pas avec des regrets. Moi je dis tout arrive pour une raison. Et si notre parcours il est comme ça, c'est ce que ça devait arriver et ça devait être comme ça. Donc franchement, moi j'essaie toujours de me concentrer sur le futur, toujours essayer de rester positif. Moi mon job c'est de faire adhérer les gens à une vision et toi tu dois fédérer. Donc moi sur les trucs comme ça, je fais pas trop attention. Moi je préfère avancer et je pense que c'est surtout dans le sport où tout est toujours exagéré. Essayer de toujours trouver la petite bête.
Moi, je me reste concentré avec mes équipes. Je leur dis tout le temps d'ailleurs, contrôle ce que tu peux contrôler et c'est déjà bien, ce sera déjà bien. Parce qu'avec des si, de toute façon. Exactement. Il y a une augmentation de capital de l'ASVEL. Il y en aura une probable bien plus conséquente avec le projet NBA Europe, donc des nouveaux investisseurs. On a d'un point de vue business, on ne voit pas comment des gens qui mettraient beaucoup d'argent ne voudraient pas prendre la direction exécutive des opérations. Ouais, bien sûr, tout le monde est différent en fait. Tu as des fonds qui aiment bien avoir la direction et tu as des fonds, ils ne veulent pas de la direction, ils veulent juste investir et voir que ça augmente chaque année la valeur. Donc en fait, ça dépend ce que tu veux, ça dépend comment tu veux t'organiser, mais il y a de tout. Et donc toi, tu la garantis que tu aurais toujours un rôle exécutif. Dans l'idée, exactement. Dans l'idée, c'est ça vers quoi on est en train d'aller. D'accord. Il y a la deuxième phase là, sur la NBA Europe qui s'arrête le 29 juin. Ouais. T'es bien renseigné, disons. J'aime bien quand tu dis il y a des NDA, mais les journalistes, vous arrivez toujours à savoir ce qui se passe. Oui, mais tu sais, malheureusement. Non, mais vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Ensuite, donc, il y aura une deuxième phase interne à la NBA de review des offres. Quand espérez-vous être fixé sur le fait que l'ASVEL a été reçu, la candidature à l'ASVEL a été acceptée, sachant que on a été dit qu'il y avait d'autres offres également pour la ville de Lyon? Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas le droit de dire, mais tout ce que je vais dire, c'est qu'en tout cas, nous, on essaie de candidater. Et à mon avis, ça va arriver plus vite que ce qu'on pense. Vous êtes confiant sur le Oui, bien sûr. Sur nous, la ville de Lyon, je suis très très confiant. La NBA va sur la NBA Europe, on va se bien sûr. La NBA va couvrir les pertes dans les premières années. Mais quel est le business plan sur la rentabilité et les profits? Parce que ça revient à ma question sur les fonds d'investissement. En général, ils ne même pas perdre de l'argent pendant trop longtemps. Non, c'est sûr. Pareil, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, pas le droit de dire, mais dans l'idée, c'est un peu ça le modèle. Donc c'est une rentabilité à plusieurs années ou dizaines d'années? Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire. C'est pas facile. Je comprends que tout le monde est impatient de voir un peu la NBA Europe et de voir comment elle va fonctionner, le salary cap, pas de salary cap, luxury tax, pas de luxury tax. Enfin, j'imagine que tout le monde a 50 000 questions de voir comment ça va fonctionner. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ça arrive. Adam Silver, il a dit là pendant les finales qu'ils sont dans les temps pour que ça commence en 2027. Après les détails, je reviendrai vous voir pour vous expliquer les détails. Sur rentrer en confrontation avec l'Euroleague, justement, notamment avec Je pense que dans l'idéal, ce serait génial de trouver un accord avec l'Euroleague. Après, la NBA a été très claire qu'ils commenceraient la Ligue avec ou sans eux. Mais moi, je pense que dans l'idéal, ce serait génial qu'il y ait un accord entre eux et que la NBA absorbe l'Euroleague. Toi, tu n'as aucun doute sur le fait que la NBA, que le projet NBA Europe réussisse? Ah oui, bien sûr. Je pense que la NBA Europe, c'est le dernier investissement que tu peux faire dans le sport et qui est, on va dire, potentiellement, on peut faire un X 10, 15, 20, parce qu'aux États-Unis, tout est à maturité, que ce soit la NBA, la NHL, la NFL, le baseball. Les Lakers, ils ont été vendus 10 milliards, les Celtics 6 milliards. Je pense que la NBA Europe, c'est le dernier investissement que tu peux faire, on va dire, raisonnable, on va dire, au monde du sport. et qu'après, tu peux faire une belle affaire. Il y a des différences avec les États-Unis, c'est que on sait bien, le marché économique, le marché des droits télé notamment, est inexistant. Donc on a du mal à voir comment, en gros, c'est la NBA va arriver et avec leur savoir-faire d'un coup de baguette magique va débloquer le marché économique du basket européen? C'est l'espoir qu'on a tous. Cette marque, elle est tellement puissante. Enfin, moi, je le vois à mon petit niveau. Quand on dit que la NBA va arriver, tu vois les étoiles dans les yeux, tous les sponsors, tout le monde veut investir plus, tout le monde veut participer, tout le monde veut être de l'aventure. Donc, on va voir jusqu'où tout ça va prendre. Toi qui as la double culture américaine et européenne, je voudrais son avis
une des critiques, une des réserves qu'on a sur la NBA Europe, c'est on ne voit pas comment, par exemple, une franchise créée de toutes pièces à Rome ou à Londres ou à Manchester va susciter l'adhésion des fans, notamment du public. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends Bien sûr, j'entends. Après, quand tu vois les NBA Games et ce qui s'est passé en Angleterre, c'était plein à craquer et c'est rempli super vite. Donc il faut laisser le temps au temps. Et les gens qui veulent critiquer, continuer à être négatifs. Nous, on va se concentrer sur le positif et espérer que tout ça, là, ça prenne. Petite question sur Victor, forcément. Déjà, qu'est-ce que ça te fait de revoir les Spurs quasi déjà, c'est incroyable. Déjà, félicitations à lui et à toute l'équipe. C'est incroyable ce qu'ils ont fait à leur âge, d'arriver jusqu'en finale NBA. C'est très, très rare de battre OKC à OKC. Très, très, très rare. Très, très dur de gagner un Game 7 comme ça. Et pour moi, voilà, Victor, c'est le meilleur joueur de la NBA. Il a tout l'avenir devant lui. Est-ce que c'est un mal pour un bien, on va dire, là, qu'il est perdu? Justement, ça va. Toute l'équipe, là, ils vont être motivés comme jamais pour l'année prochaine. Et il est très bien entouré. Il y a des bons joueurs, que ce soit Castle, Harper, c'est des très, très, très bons joueurs. Et donc, je pense que là, ils ont tout l'avenir devant eux. C'était un peu tendre cette année? Je sais pas s'il dit tendre, hein, parce que quand même, les Spurs, ils jouaient dur pour sortir au KC. C'est pas facile. Mais je pense que c'était juste l'année des Knicks. Des fois, c'est comme ça et tu tombes sur une équipe où c'est leur année. Ça faisait 53 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Et là, les étoiles étaient alignées pour eux et ils ont très très bien joué. Donc je pense que voilà, nous on est là, hein. De toute façon, on va nulle part. Les Spurs, ils sont très très forts. Il y a des très très bons joueurs autour de Victor. Donc j'ai envie de dire, c'est que le début. Qu'est-ce qui leur manque? C'est un peu d'expérience? Je ne sais même pas si c'est un manque d'expérience. C'est juste des fois, voilà, tu es tombé sur une équipe où ils étaient on fire et ils ont été, rien à dire, félicitations à New York, ils ont été très très bons. L'image de Victor, qui est déjà une superstar qui est sous le feu des projecteurs, a été un petit peu brouillée, ou du moins des premières critiques sont apparues sur comment il avait joué dur, ses coups de coude, ses flagrantes non sanctionnées lors de la finale contre les Knicks, où une fois il a refusé de s'arrêter devant les médias et après la défaite il a quitté le terrain tête basse. Tout est surveillé maintenant, tout est examiné. Dire bienvenue dans le grand monde. Mais Victor, franchement, il est tellement fort mentalement que je m'inquiète même pas pour lui. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est la rançon de la gloire. Donc après, il faut s'adapter. C'est clair que des fois, ça peut paraître un peu injuste, mais je sais qu'il répondra à présent. Et en l'occurrence, les médias américains sont beaucoup plus pointilleux et aller chercher que les médias français. C'est nombreux en plus. C'est vrai. Mais de toute façon, globalement, je ne m'inquiète pas pour lui. Il reviendra encore plus fort l'année prochaine. Et sur le basket FIBA, tu sais qu'il va réussir à s'adapter Victor? Bien sûr. Je pense qu'il a été performant quand même pendant les Jeux Olympiques. Donc moi, je ne m'inquiète pas du tout pour le basket FIBA. Une question sur le poste de meneur de l'équipe de France qui attend son successeur. Quelqu'un qui s'installe. Mais moi, je pense qu'ils l'ont déjà. C'est juste que maintenant, il faut l'installer. Je pense que Sylvain Francisco, c'est le meneur de l'équipe de France. C'est le meneur de l'avenir. Il nous l'a prouvé pendant l'Euro. Il a été très très bon à l'Euro. Il a fait une grosse pointe à 32 points. C'est juste que pour l'instant, on ne l'a pas encore mis comme ça. Mais pour moi, lui, c'est le meneur de l'équipe de France. Ça va être la star de l'équipe de France avec Victor. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a tout. Il a encore prouvé cette année. Il a été le meilleur meneur de l'Euroleague. Donc il a tout pour réussir. Il peut tout faire sur un terrain. Il le montrera l'année prochaine. On verra bien. J'ai une petite question connexe, une collègue qui travaille sur un sujet sur les blocages mentaux que peuvent faire certains sportifs. Et notamment, elle a recueilli le cas du volleyeur Jean Patry, qui est le pointu de l'équipe de France. Je sais pas si tu connais. Jean Patry. Jean Patry. Patry, P-A-T-R-Y. Et qui disait qu'à un moment, il y a eu un blocage mental, il n'arrivait plus à effectuer un geste de base, en fait, qu'il répète depuis... C'est très mental. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, pendant un moment plus ou moins court, de ne plus arriver à faire un geste simple, ou alors ton geste du poignet Non, ça m'est jamais arrivé.
Mais je sais que des fois, hein, le mental, pour moi, c'est ce qui fait la différence, que ce soit entre les bons joueurs, les grands joueurs, ta faculté justement à gérer la pression, le stress, qui fait que tu sors le meilleur de toi-même quand il y a beaucoup de pression. Mais moi, perso, non, ça m'est jamais arrivé. Même sur la demi-finale de l'Euro, jamais la main qui tremble, enfin, en France. Ah bah non, c'était même encore pire. Hein. C'était un de mes meilleurs matchs de l'histoire en équipe de France. Demi-finale en France, contre l'Espagne. Demi-finale en France. En 2016, si je dis pas de bêtises. Ah, je parle du championnat d'Europe. Ouais. J'étais sur les JO, moi. Non, Tu parles championnat d'Europe 2015. Ah ouais, ça a piqué, ça. Ouais. Pourquoi tu me parles de ça Tu veux m'énerver, en fait. C'est bien, en même temps, il a posé la fin de l'interview. Il la pose vite fait, tu vois. Non, mais le fait de. Ah, ce match-là, il était dur. Ouais, ce match-là, il a été dur. En plus, c'est jamais facile, de gagner à la maison. Historiquement, dans l'histoire des championnats d'Europe, c'est très très dur de gagner à la maison. Et surtout que nous, en 2013, on les avait battus, l'Espagne, en demi-finale. Donc ils sont arrivés super motivés en France et on perd en demi-finale, après prolongation, on loupe des lancers francs. Est-ce que tu veux dire que c'est… Mais je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est ce qui fait la beauté de nos sports. C'est que tout est possible et que des fois, tu peux pas gérer la pression. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Tu penses que qu'est-ce qui est plus dur, le métier d'entraîneur, de joueur ou de dirigeant? C'est une bonne question. Ça. Non, je dirais joueur quand même. Joueur, après coach, après dirigeant. Dirigeant, c'est… En dernier, ouais. Bon, c'est bon pour moi. Super. Dernière question ou pas? Ouais, je regarde. Si on voit votre génération, vous affichez beaucoup vos ambitions. Il y a des gens qui critiquaient en disant que vous étiez arrogant et tout ça, mais on voit aujourd'hui, c'est plus acquis, j'ai l'impression, pour la France, quand on voit des gens comme Victor Wembanyama, comme Léon Marchand, comme Kylian Brun, ou comme Kylian. Non, moi je trouve que c'est génial. De toute façon, pour réussir, il y a des raisons pourquoi les grands sportifs réussissent et il y a des raisons pourquoi il y en a qui ne réussissent pas. Et quand tu regardes bien les sportifs qui réussissent, ils ont une confiance en eux incroyable. Et ça peut être pris pour de l'arrogance, mais ça, c'est les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Tu as besoin de ça si tu veux faire partie des meilleurs ou tu veux être le meilleur. Et je pense que c'est pour ça qu'en France, après la Coupe du Monde 98, moi, Teddy Riner, on a inspiré toute une génération de sportifs. Et moi, j'adore de voir comment ils sont. Que ce soit Victor, Léon Marchand, Kylian. On a de la chance d'avoir tous ces sportifs en France. Paul Sexas maintenant, le cycliste Paul Sexas maintenant. Ah oui, exactement. Mais lui, c'est le nouveau qui monte. Il a 19 ans, là, j'ai vu ça. Et Lyonnais. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai pas encore vu en live, mais on m'a dit que ce petit-là, il va gagner le Tour de France bientôt. J'ai fait, enfin un Français. J'attends ça et le prochain tennisman aussi, un Français qui gagne Roland aussi, ce serait bien aussi. Ce sera ça les prochains trucs. Tu suis beaucoup le sport? J'adore suivre le sport. Ouais, j'aime bien suivre tous les sports. J'adore aller voir aussi en live. Je trouve que c'est inspirant d'aller voir les autres sportifs et de voir eux comment ils gèrent dans leur sport, comment ils gèrent la pression. Non, j'aime bien. C'est pour ça que l'adrénaline. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je suis de retour sur les terrains.